Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un universitaire camerounais, il est géostratège. Il enseigne à l'université de Yaoundé. Monsieur Ntouda Ebodé, notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Le Cameroun vient de célébrer le 40e anniversaire de l'unité nationale, cérémonie qui a connu quand même un grand défilé militaire et civil. Alors, qu'est-ce que tout cela vous a inspiré, vous? Ça m'a inspiré tout simplement le fait que le Cameroun, dans la conjoncture difficile qu'il traverse, reste entièrement uni. Uni derrière son chef de l'État, uni derrière ses forces de sécurité et de défense. Et je crois que si vous êtes un habitué de ces défilés, vous avez vu que pour une fois, le second parti d'opposition, son leader était là et vous avez pu mesurer l'ampleur des militants. Je voudrais parler du SDF. Lorsque on voit que le monde politique est uni et lorsqu'on sait quelle mobilisation il y a eu au niveau des forces vives du pays, lorsqu'on sait le travail qui se passe au niveau de nos frontières où les forces sont engagées, on peut dire que la grande mobilisation d'aujourd'hui signifie que le Cameroun envoie un message au monde. Il n'a peur de rien. Il va affronter ses responsabilités. L'unité nationale, vous l'avez dit, mais c'est vrai qu'on a vu les responsables du parti d'opposition défiler également. Ils sont nombreux, leurs militants. Mais dans le même temps, on constate quand même qu'il y a un certain parti politique dont les membres n'ont pas été acceptés à défiler pour, soi-disant, leur choix politique, leur position politique. Il y a des critères qui peuvent paraître subjectifs, mais étant politiquement objectifs. Lorsque vous avez des forces, par exemple, au front, c'est en ce moment-là qu'on exige que tout le monde soit uni derrière les forces. Et si vous avez à ce moment-là des partis politiques, je ne voudrais pas dire que c'est de cela qu'il s'agit, mais si vous avez à ce moment-là des partis politiques qui entrent plutôt dans les polémiques, on va dire que ces partis ne jouent pas le politiquement Mais correct. dans le cas d'espèce, s'agit-il de critères objectifs selon vous? Je crois qu'il y a des raisons si les autorités administratives et politiques ont pensé que tel ou tel parti ne peut Mais pas... des raisons qu'on peut quand même analyser, on peut fouiller un peu parce que la subjectivité fait que, en fin de compte, on peut taxer tel de trop radical, on peut verser dans un certain nombre de guerres qui ne disent pas leur nom, non? Oui, ça c'est possible. Des règlements de compte même, j'allais dire. Tout ça est possible en politique, mais il faut aussi savoir que nous sommes dans une situation sécuritaire. Cela signifie que l'autorité qui a le pouvoir sait qui peut apparaître comme dangereux à tel ou tel moment et n'est pas obligé de donner tous les détails qui vont l'amener à prendre telle ou telle décision. Alors le 43e anniversaire là intervient justement à ce moment où le Cameroun se bat pour pouvoir contrer la menace terroriste au nord du pays. Alors sur le principe, pourquoi c'est le Cameroun qui est attaqué par Boko Haram? Pour des raisons simples. Je crois que le Cameroun est frontalier du Nigeria, le Nigeria pouvant être considéré comme l'épicentre. Et vous voyez donc que c'est de manière un peu erronée qu'on dirait que ce n'est que le Cameroun. Que vous preniez le Niger, que vous preniez le Cameroun, le Tchad est attaqué à travers les eaux du lac Tchad. Par contre, pourquoi la récurrence des attaques à un moment donné sur le Cameroun? Premièrement, parce que le Cameroun a été le premier pays, en dehors du Nigeria même, à déclarer officiellement à Paris que nous étions en guerre contre Boko Haram. Deuxièmement, parce que la zone dans laquelle se trouve Boko Haram est une zone qui permet à cette secte de faire très rapidement jonction en traversant sur 50 km, jonction avec le Tchad, la Centrafrique, ce qui lui ouvre une voie pour recevoir tout ce qu'il peut recevoir comme ravitaillement, soit du Sud-Soudan, soit de la Somalie, soit de la Libye. Donc on n'est pas surpris lorsqu'on s'occupe des questions de défense nationale, de se rendre compte que c'est la voie la plus courte en termes de ravitaillement. Et Boko Haram a bien perçu qu'il y avait un processus d'encerclement et cherchait donc à défoncer un mur là où il pensait que c'était plus facile. Mais le Cameroun n'a-t-il pas sous-estimé la force de nuisance de Boko Haram? D'une manière ou d'une autre, on serait entré en guerre avec Boko Haram. Oui. Vous voyez bien que vous avez une menace qui est à votre frontière. Il y a deux manières. Soit vous repoussez cette menace à partir de l'extérieur,
soit vous attendez que cette menace entre sur votre territoire. Dans la posture camerounaise, il était davantage question, ce qu'on appelle les objectifs de guerre, c'est de défendre l'intégrité territoriale en interdisant l'accès à notre territoire. Mais interdire l'accès à notre territoire ne signifie pas que de l'autre côté du territoire, il n'y a pas un ennemi. Donc, même par les effets, ce qu'on pourrait appeler les effets collatéraux, Boko Haram allait toujours porter des menaces sur le territoire camerounais. Mais voilà plusieurs mois qu'on a déclaré cette guerre contre Boko Haram, mais aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on est arrivé à avoir raison d'eux. Comment ça s'explique qu'un petit groupe, puisqu'il arrive à défier quand même pas un seul État, plusieurs États? Je crois que la principale grande explication, c'est que le Nigeria n'a pas joué franc jeu au début. Je dis que l'ancien gouvernement du Nigeria a laissé un territoire à un mouvement terroriste. Cela a permis à ce mouvement de se comporter comme un État. Voilà pourquoi, à certains moments, Boko Haram pouvait manœuvrer soit par les armes conventionnelles, soit par des moyens asymétriques, parce qu'il avait un État qui lui permettait de regrouper tout son matériel. Voilà la principale raison. Mais il y a des raisons secondaires. Boko Haram a des alliés de partout le monde. On sait qui finance à partir du Moyen-Orient. On sait aussi que les armes ne viennent pas nécessairement du pourtour du Nigeria. Donc, tout comme les États ont des alliés, les mouvements terroristes ont des alliés. Mais sur le plan de l'équipement dont dispose Boko Haram, on se demande comment est-ce qu'un groupe pas officiellement installé a pu s'équiper autant. Ce groupe, comme tous les groupes terroristes, ont des alliés. Ces alliés peuvent être d'autres groupes qui ont déjà ces armes et les leur passent. Mais vous savez aussi que la déstabilisation de la Libye a fait en sorte que depuis le Mali, le Niger, le Tchad, jusque tout ce qu'on appelle l'espace du Sahara, jusque vers maintenant le sud du Sahara, tous ces pays-là sont exposés à une circulation d'armes légères et portatives de petit calibre et plus d'armes de guerre réelles de grand calibre qui n'étaient pas disponibles avant. Maintenant, quand vous ajoutez à cela tout ce que nous appelons les armes orphelines de la guerre froide, c'est-à-dire le fait que, par exemple, les ex-républiques soviétiques avaient hérité d'un certain nombre de types d'armes et donc les vendaient, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'armes et il suffit que vous tombiez sur des bons trafiquants et vont vous donner ces armes-là. Les observateurs estiment que la solution réside dans des actions concertées entre les États touchés par ce phénomène. Est-ce que vous pensez qu'on a pris un bon départ, qu'on a mis les fondamentaux pour que cette action concertée soit réellement concertée et qu'on arrive à avoir raison de cette organisation secrète? Je ne peux pas dire qu'on n'aura pas raison de cette organisation qui n'est pas tant secrète. Mais est-ce qu'on a bien pris les fondamentaux? Tout est fonction de lorsque on se met dans une alliance, des logiques politiques et militaires qu'on arrête. Je vous ai dit que par exemple, pour un pays comme le Cameroun, ses objectifs de guerre déclarés, c'est d'abord la protection de son territoire. Si un pays comme le Nigeria prend la même résolution en protégeant son territoire, il va nécessairement mettre hors d'état de nuire Boko Haram. Si le Tchad le fait, si la Centrafrique le fait, si le Niger le fait, vous voyez donc que chaque État, en défendant ses propres intérêts, va garantir la sécurité collective. Mais au-delà du fait que chaque État doit chercher son propre intérêt, il y a donc ce qu'on va appeler la mutualisation des forces et des moyens et des intelligences. C'est sur ça qu'on travaille actuellement. Mais tout cela suppose aussi que nous avons des objectifs politiques. Comment Boko Haram va demeurer un groupe réel terroriste, c'est-à-dire de temps à autre, il fait des attentats, de temps à autre, il fait des enlèvements pour demander des rançons, ainsi de suite. Voilà le comportement normal d'un groupe terroriste. Néanmoins, il y a le fait que Boko Haram, comme vous le savez aussi, bien qu'on sache aujourd'hui que c'est un groupe qui est loin de porter sa tendance religieuse qu'il a revendiquée au début, on sait néanmoins qu'affaibli par les attaques de la coalition nigériane, camerounaise, tchadienne et nigérienne, ce groupe est en train d'appeler au secours un autre groupe qu'on appelle de l'autre côté l'État islamique. Le Nigeria demeure quand même l'épicentre de ce phénomène-là. Le Nigeria, c'était hier et aujourd'hui Goodluck Jonathan. Bientôt, ce sera le général Mohamed Buhari. Est-ce que cela suscite un espoir particulier? Pour moi, ça suscite un espoir en termes de fermeté politique. Mais cela ne signifie pas que le combat va se terminer pour la raison simple que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est devenu de la mafia. C'est un groupe criminel
des criminalités économiques. Et à partir de ce moment-là, ce type de groupe affronte toujours les intérêts publics, quel que soit le pays. Mais est-ce que vous pensez que le président Buhari sera plus ferme, contrairement à ce qu'on a observé et l'hésitation qu'on a observée du côté du Je pense qu'il sera plus ferme pour une raison simple. Vous l'aurez vu avec Jonathan. Jonathan a été, on peut dire officiellement, assez ferme avec les pirates. Il était originaire de cette région. L'autre, il est originaire de la région de Boko Haram. Donc ce rapprochement géographique, même lorsqu'on n'est pas ferme du point de vue totalitaire ou autoritaire, on a des ficelles pour négocier et rabaisser les niveaux d'alerte et de violence. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est de savoir si ce n'est pas les pirates de la mer qui sont devenus les terroristes de Boko Haram. Qui sont devenus, c'est-à-dire la menace est partie de l'aspect maritime, elle est devenue continentale. Auquel cas, si vous prenez cette hypothèse, vous comprendrez bien que Boko Haram peut ressortir de l'autre côté sous forme de pirates maritimes parce que c'est lui qui garantissait tout au moins les accords des négociations secrètes qu'il y a eu entre eux n'est plus là. Est-ce qu'on peut envisager une solution à l'échelle continentale portée par exemple par l'Union africaine? Je crois que le processus ou la dynamique actuellement en cours, c'est une dynamique qui a commencé, je vais dire, au Cameroun, et puis ça s'est étendu à la sous-région Afrique centrale. Maintenant, il y a une extension à l'Afrique centrale, à l'Afrique de l'Ouest, et les deux initiatives ont été portées par l'Union africaine, transmises aux Nations Unies. C'est la réaction des Nations Unies qu'on attend actuellement. Professeur Touda Ebodé, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs par rapport à vos explications et à vos analyses. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.